Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro, le 9e de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je suis heureux de recevoir ce dimanche Leïla Aslaoui Hamadi, magistrate, ministre, essayiste, écrivaine, chroniqueuse et aussi membre de ce club très fermé et au nombre réduit des hauts responsables et commis de l'État ayant un jour claqué la porte et préféré quitter les ors de la République plutôt que renier leurs principes. Elle, en plus, ne l'a pas fait en catimini. Elle a expliqué sa décision dans une lettre rendue par la suite publique et devenue depuis une référence. Aujourd'hui, elle revient aux affaires, sénatrice du tiers présidentiel. Leïla Aslaoui, bonjour. Bonjour Hakim. D'emblée, je voudrais vous faire réagir à la condamnation à 3 années de prison du jeune journaliste Khaled Drarni. Alors, vous me donnez l'occasion, en m'invitant, et je vous remercie pour votre invitation, vous me donnez l'occasion de dire ceci. Et croyez-moi, ce n'est pas la langue de bois. Je suis sincère. Ayant appartenu au corps de la magistrature, je ne me permettrai pas, au nom de la déontologie qui a été mienne durant des années quand j'ai exercé cette profession, cette noble profession, je ne me permettrai pas d'injurier les collègues d'aujourd'hui en commentant leurs décisions ou en disant c'est trop ou c'est peu. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas le dossier, je ne le maîtrise pas, et un magistrat, c'est une personne qui est très seule, ce qu'on oublie toujours de dire. L'avocat est dans son rôle quand il dit « mon client a été condamné à une lourde peine ». L'opinion publique est peut-être dans son rôle parce qu'elle n'est pas informée puisqu'elle n'a pas le dossier, mais le magistrat est seul quand il étudie un dossier. Par conséquent, ce que j'ai su, c'était ce qu'en a dit la presse, et je n'irai pas au-delà, parce que je vous dis encore une fois, je ne sais pas ce que contient le dossier, de la même façon que je ne me suis pas solidarisée, quand il aurait fallu se solidariser pour être à la mode, avec des personnes qui étaient accoquinées à Al-Magharibiya, qui prenaient presque leurs ordres là-bas, puisqu'ils faisaient des commentaires sur les marches, etc. Ça dépassait le contexte très beau du début. De la révolution du sourire. Tout à fait, du Hirak. Donc, si vous voulez, moi j'ai pour principe de dire un magistrat, c'est quelqu'un d'impartial, il n'est ni gentil ni méchant. J'ajouterai que quand je dis impartialité, ça veut dire qu'il obéit à la loi et à la loi seulement. Quand on parle d'indépendance du magistrat, attention, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est indépendant par rapport à l'exécutif et qui applique la loi. Hakim, je vous rappelle, parce que nous sommes dans un pays, malheureusement, où les gens sont souvent amnésiques, la justice a été privatisée pendant 20 ans, voire 22 ans. Voire plus. Voire plus. Et quand je dis privatisé, c'était privatisé. Souvenez-vous, en 2003, excusez-moi de revenir un peu en arrière. Non, mais allez-y. Souvenez-vous, en 2003, l'invalidation du 8e congrès du FLN. Bon, on a porté cette affaire-là, des militants du FLN, fût-il le FLN, ont porté cette affaire-là devant le juge administratif, alors que le juge administratif n'avait rien à voir là-dedans. Donc il est possible d'instrumenter la justice. Pendant 20 ans, on l'a instrumentalisé. On a dérangé, n'est-ce pas, entre guillemets, un magistrat et qui plus est femme, peut-être qu'elle dormait. On l'a dérangé à une heure tardive de la nuit pour rendre une décision. On a révoqué un procureur général adjoint parce qu'il avait dit qu'il n'avait jamais assisté à cette audience et que c'était un faux que de mettre son nom dans cet arrêt de la honte.
Donc, et là, il y a même une expression après qui a été créée, Justice de la nuit. Adelt Lil, la justice de la nuit. Monsieur Zegmati Belkacem, actuel ministre de la Justice, j'ai lu quelque part ces jours-ci que quelqu'un avait dit, au lieu de condamner un journaliste à 3 ans, il eût mieux valu rechercher et ramener Cheikh Khalil. Mais monsieur Zegmati l'a fait. Et il a été interrompu dans son élan. Il a été interrompu dans son élan et il a été sévèrement puni, puisque pratiquement on l'a pas révoqué, mais presque. C'est acté, Leïla Aslaoui. Vous êtes dans vos bottes, droite dans vos bottes de magistrate jusqu'au bout. Leïla Aslaoui, comment diable ont-ils fait pour vous faire sortir de votre retraite active, et vous convaincre de revenir dans l'arène, si tant est que l'on puisse qualifier le Sénat d'arène? Alors, je vais vous expliquer l'esprit dans lequel j'ai accepté cette proposition qui m'a été faite par Monsieur le Président de la République, Cheikh Abdelmejid Tebboune. Je l'ai acceptée parce que ma seule honte, je le dis, ma seule honte eût été d'avoir été nommé de par le passé dans le tiers présidentiel par Abdelaziz Bouteflika. Et ma seule honte eût été d'avoir été la collègue de certains sénateurs qui sont aujourd'hui en prison. Je ne serai pas devant vous, de toute façon. Donc, si vous voulez accepter de mettre à la disposition d'une institution son expérience capitalisée, pourquoi pas? Pourquoi pas quand les choses sont claires, quand les choses sont transparentes, et que vous savez qui vous a fait cette proposition? Oui, moi je vous pose quand même la question parce qu'on a l'habitude de considérer ou de comparer le Sénat à une sorte de, hélas, la pratique est là, une sorte de centre de vacances de luxe où, au contraire des autres centres de vacances, les pensionnaires sont payés pour ne pas faire de vagues. Ça, c'est un cliché pour le Sénat? Alors, je vais vous dire, l'opinion publique a certainement toutes les raisons de penser. Il y a le passif. Oui, elle a toutes les raisons de penser qu'un parlementaire, ça ne sert à rien. Quand vous pensez qu'il y a quelques jours seulement, à peine 2 jours, pas quelques jours, à peine 2 jours, nous avons tous vu des images que nous n'aurions jamais dû voir de citoyens dans des zones, mais alors reculées, se plaindre du dénuement dans lequel ils se trouvent, mais pas tellement du dénuement, du mépris avec lequel ils ont été traités. Et j'ai retenu une parole qui m'a vraiment émue, profondément émue. Il y en a un qui a dit « Louken tahdar tmout ». Si tu parles, tu meurs. Bon, c'est affreux, ça. Qu'est-ce qui empêcherait un sénateur élu, qui plus est, qu'est-ce qui empêcherait un député élu d'aller voir ce qui se passe? C'est son rôle d'aller voir ce qui se passe et de porter aux autorités les doléances de ces pauvres citoyens. Ça tombe bien, à contrario, qu'est-ce qui pourrait vous faire ressortir du Sénat, claquer la porte à nouveau? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. J'anticipe. Pour l'instant, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je terminerai, si vous permettez, sur... quand l'opinion publique voit que des élus du peuple d'un certain parti, après avoir envoyé les Doberman attaquer les Mouhafaz en 2003-2004, recommencer en cadenassant la porte de l'Assemblée nationale pour en interdire l'accès à son président, je comprends fort bien que, si vous voulez, il soit très déçu par le choix des parlementaires. Quant au Sénat, rien, certes, je reste convaincue, et je l'ai dit parce qu'on m'a fait l'honneur de me demander mon avis sur la Constitution, et je l'ai dit, le Conseil de la Nation doit avoir plus de moyens pour pouvoir précisément, comme je vous le disais à l'instant, capitaliser l'expérience des uns et des autres. Cependant, rien ne vous empêche, en tant que sénateur ou sénatrice dans mon cas, d'interpeller le gouvernement. Quand je dis interpeller,
Ce n'est pas du tout en tapant sur la table, mais en vous montrant simplement l'intermédiaire entre les citoyens que vous devez d'écouter, que vous devez être sur le terrain, même si vous êtes dans le tiers présidentiel, c'est comme ça que l'on aide un président. Vous anticipez en fait sur ma question qui venait, c'était qu'est-ce qu'il faudrait pour que et la Chambre basse et la Chambre haute se débarrassent de cette image de chambre d'enregistrement. Mais il faudrait simplement qu'il travaille, c'est tout. Il faudrait qu'il travaille, qu'il soit sur le terrain. Je vous dis, je ne comprends pas qu'un élu du peuple, bien avant la pandémie, parce qu'on ne vienne pas me dire non, c'est à cause de la pandémie, bien avant la pandémie, n'aille pas voir ces zones reculées. Il a été élu dans sa wilaya. Les gens, les témoignages, pratiquement tous unanimes des populations de ces régions, parlent de scènes folkloriques où on a entamé des travaux, on a commencé sous l'œil des caméras avec les délégations officielles, et une fois les caméras disparues et les délégations revenues sur Alger, tout s'est remis comme un no man's land, comme c'était avant. Et bien sûr, vous savez, hier... Donc les pratiques anciennes sont encore là. Oui, bien sûr. Vous savez, hier, j'ai entendu un invité d'une chaîne de télévision privée, El Hayat, dire sur le plateau, c'était pour moi assez insensé, ou tout court insensé, dire il faut désormais de bons universitaires pour les wilayas, ministre s'intérieur, vous pouvez nommer n'importe qui. Mais on n'a jamais reproché au Wali de ne pas être universitaires. Ils sont pour la plupart issus de l'école nationale. On leur reproche, pour certains, Hachem, pas tous, d'être de véritables potentats. Hakim, savez-vous que vous pouvez demander audience à Monsieur le Président de la République, il vous recevra selon son agenda et son programme. Vous pouvez demander à un ministre de vous recevoir, il vous recevra selon son agenda et son... Mais un wali, c'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout. Moins évident. Parce que quand ils sont dans leur wilaya, je pense qu'ils s'enferment dans une certaine notion du pouvoir qui devient despotique. Vous pensez que les toutes fraîches décisions fermes du président Tebboune vont jouer en électrochoc? Alors, je pense que oui, mais il faudrait plus, il faudrait que nous nous mobilisions tous, parce que nous sommes tous responsables maintenant de cette situation, il faudrait que nous nous mobilisions tous pour que non seulement la transparence aille jusqu'au bout, nous en savons beaucoup. Dans le temps, vous n'auriez jamais su qu'un monsieur qui perçoit 20 000 dinars de pension en une seule journée, des milliards qui tombent dans son escarcelle. Dans son compte. Bon, et donc on se pose des questions. Nous savons comment, d'après ce qu'a dit Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, nous savons comment cela s'est passé. Personnellement, j'ai bien écouté le discours du président de la République. Donc, si vous voulez, cette transparence nous permettra, je l'espère pour ceux qui aiment ce pays, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de voir ce pays aller vers le chaos, d'être vigilants. Mais, pour cela, il faut encore nettoyer. Ça vous fait perdre du temps parce que vous pourriez faire autre chose, vous pourriez mener d'autres chantiers beaucoup plus intéressants pour l'Algérie, mais vous êtes obligés. Vous savez, pendant 20 ans, 22 ans, regardez ce que nous apprenons sur cette mafia, et je le mets entre guillemets parce que, comme vous l'avez dit dans un de vos billets, et vous me permettrez de vous emprunter, même la mafia a son code d'honneur. Eux n'ont pas de code d'honneur. Mais vous vous rendez compte, un monsieur qui vient devant un juge ou une juge, c'est pour ça que je ne me permettrai pas, d'injurier mes collègues qui ont des dossiers très lourds, des dossiers qu'il faut qu'ils étudient, et nous avons, en tout cas moi personnellement,
qui étaient anciens magistrats, je vous dis, ils maîtrisent très bien leurs dossiers. Ils les maîtrisent parfaitement. Lorsque quelqu'un vous dit, lorsqu'un juge dit, monsieur, comment expliquez-vous 300 milliards dans votre compte? Et le délinquant, parce que moi je ne veux pas qu'on parle de leur fonction. Ils ont été, certes, mais je ne veux plus, ce sont des délinquants. Et ils ont été entre-temps condamnés, ça a été acté. Ce sont des délinquants, c'est fini les fonctions, n'en parlons plus. On parle là d'anciens premiers ministres. Voilà. Oui, non, il n'y a plus d'anciens premiers ministres, ce sont des délinquants. Et la réponse de ce délinquant, ce sont des cadeaux de mes amis. Mais vous ne voudriez pas avoir des amis comme ça, Hakim? Pas franchement. De ce genre de niveau de cadeau, non. Je préfère recevoir un livre de vous dédicacé ou mes plaisirs sont plutôt là. Je dis ça en plaisantant. Oui, j'avais bien compris. Mais si vous voulez, ces gens-là ont ruiné le pays. Ils l'ont dépecé et en plus, ils n'ont aucune dignité, ça pleurniche. Ça pleurniche, gardez au moins votre dignité. Oui, je l'ai fait. Voyez-vous, moi, je vais sans doute choquer beaucoup de personnes. Non, mais ça, je vous interromps, je me permets, parce que ça va peut-être aller dans le même sens. Ça m'intéresse ce que vous dites. Pas seulement ça, mais plus particulièrement cet aspect. Je l'avais souligné à un moment donné, ce paradoxe de 22 années de dictat éhonté, de hogara, n'ayons pas peur du terme, de la part donc de cette nomenclatura, et aujourd'hui des voix, et pas nécessairement des voix de personnes haut placées, mais des voix parlent de c'est pas humain de traiter ces détenus de la sorte. Comment vous expliquez cette ambivalence? Parce que je vais vous dire, l'Algérien est très versatile. L'Algérien est très très versatile. En plus, c'est un sentimental. Il n'a pas un dossier entre les mains. Encore une fois, j'insiste sur cet aspect. Et donc, parce que c'est là où je voulais en venir, parce qu'il voit un détenu se recueillir sur la tombe de son frère menotté, mais c'est la loi. Je ne peux pas le laisser courir dans la nature, voyons. C'est la loi. Bon. Si on ne l'avait pas laissé assister à l'enterrement de son frère... On aurait dit la justice est cruelle, la justice est inhumaine. J'ai salué la décision qu'avait prise la présidente du tribunal. Et après, c'est de la même façon, si vous voulez, les voix qui s'élèvent et qui vous disent il faudrait que Abdelaziz Bouteflika soit jugé. Surtout pas. Parce que les mêmes qui vous disent, il y a ceux-là qui vous disent il faut qu'il soit jugé. Mais le meilleur service que vous puissiez rendre à un dictateur et à un despote, c'est de le victimiser. Il va venir sur une chaise roulante, je ne sais pas si son cerveau fonctionne ou pas, en tout cas ses jambes ne fonctionnent plus. Il ne parle plus depuis 2013, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise à la justice? Et à ce moment-là, on dira « Ya Rabbi Miskin », parce que ça c'est un terme qu'on adore chez nous, « Ya Rabbi Miskin ». Il n'y a pas de Rabbi Miskin, tu as dépecé ce pays, tu l'as ruiné. Ce sont des gens, me semble-t-il, sur lesquels il faudrait même se pencher sur leur histoire familiale. Parce que détester son pays à ce point, ça ne peut s'expliquer que par des... Ça relève du psyché. Oui, ça, c'est pas possible. Et en plus, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont inculqué à l'opinion publique d'une manière générale et au sens le plus large? Tu peux voler. La seule valeur, c'est l'argent, et l'argent mal acquis si possible. Bon, et par ailleurs, c'est l'impunité totale. Tu n'as rien à craindre. Le temps file, Leïla. J'aurais voulu qu'on continue le sujet du jour, le sujet de la semaine, du mois, des mois à venir et sûrement même, hélas, des années prochaines. La pandémie de Covid-19. L'Algérie gère convenablement cette affaire? Écoutez, sur le plan de l'anticipation, souvenez-vous, au mois de mars, des mesures draconiennes ont été prises. Aujourd'hui, si vous voulez, s'il y a soit une hausse de décès, variable selon les jours. Depuis 48 heures, nous sommes sur une baisse. Voilà. Je dirais que c'est beaucoup plus le sens, l'incivilité
et l'indiscipline de nos compatriotes, parce qu'on a quand même franchi un grand pas de Mekesh Minha, ça n'existe pas. Nous sommes aujourd'hui quand même au stade de la prise de conscience. Mais quand vous êtes dans la rue, c'est pas sérieux, tout le monde ne porte pas son masque. Vous allez dans un magasin, alors c'est extraordinaire, il y a inscrit 2 personnes seulement, il y en a 10 à l'intérieur, ça je l'ai vu, c'est pas qu'on me l'a dit, je l'ai vu. Bavette obligatoire, mais le commerçant ne la porte pas. C'est vrai qu'il y a des commerces qui ont été fermés par le ministre du Commerce, c'est exact, mais je pense que maintenant, avec la réouverture des plages, s'il n'y a pas de civisme, s'il n'y a pas de prise de conscience, eh bien les gens seront reconfinés et ce n'est pas l'idéal parce que le confinement, ce sont 2 choses. Il y a l'espace, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on est dans une villa ou dans un appartement spacieux et dans un 2 pièces. Absolument. À des moments particuliers, charnières, comme lors du dernier Eid, il a fallu prendre des décisions. Je pense notamment au rituel du sacrifice du mouton. Et force est de constater qu'en dernière instance, l'avis des comités religieux chargés des fetwas, des sentences des ulamas, ont souvent primé sur les avis et alertes des scientifiques. Mais je vais vous dire, là je me réfère à ce qu'a dit le professeur Belhoussine, qui pour moi est une référence, et à ce qu'a dit le ministre de la Santé, Ben Bouzid, dont je salue le courage, et je salue le courage de tous les médecins, pas seulement leur ministre. Je dirais simplement que, si vous voulez, encore une fois, on ne peut pas toujours s'opposer à tout. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont à l'ombre, qui sont tapis à l'ombre et qui font de la surenchère. Vous voyez, on a fermé les mosquées, on ne vous laisse pas sacrifier le mouton. Eh bien, sans doute ce langage ne plaira pas à certains. Mais c'est ça, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière la politique. Il fallait désamorcer la possibilité de récupération, selon vous. Je pense. Après, il y a eu la responsabilité de chacun. Bon. Et de toute façon, même ceux qui ont entendu sacrifier le mouton ont eu affaire aux saboteurs de l'eau, puisque certains... De l'eau, de l'électricité, du retrait au niveau des postes. Oui, non, ce que nous vivons est très difficile, parce que je vous dis encore une fois, nous pourrions nous consacrer à autre chose. La pandémie, c'est vrai, est un facteur aggravant, mais si vous voulez, en nettoyant les écuries, excusez-moi du terme, je pense que nous nous en sortirons, mais la vigilance est de mise, parce que je vais vous dire, chez ces gens-là qui ont des milliards, n'est-ce pas, sales à dépenser, ou à distribuer plutôt, il y a ce que l'on appelle l'énergie du désespoir. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas récidive. Tantôt c'est l'armée qui est attaquée, tantôt c'est l'opinion publique qu'on déstabilise, tantôt c'est carrément les institutions. Et tout cela, bon, il y a aussi un autre fléau dont on n'aura peut-être pas le temps de parler, c'est la bureaucratie. Et on aura quand même le temps d'aborder ce sujet qui me tient à cœur. Je ne voudrais pas raviver une plaie que je sais éternelle, impossible à cicatriser, mais la remise en scène d'intégristes, de chefs terroristes et de mouvements de la nébuleuse ficiste présents ces derniers temps en force sur les réseaux sociaux et dans des médias. Vous la vivez comment, Leila Asloui ? Écoutez, je vais vous dire, si vous faites référence à la réconciliation nationale... Non, je fais référence plus récemment à des interlocuteurs que l'on pensait, des interlocuteurs, oh le vilain mot, des acteurs de la décennie que vous aviez, c'est votre concept à vous de la décennie rouge, que l'on pensait complètement éjectés ou du moins mis sous les ténoirs et qui aujourd'hui reviennent en force. Oui,
Allez, disons le mot, je pense à Rachad, je pense à ces organisations-là. Oui. Bon, Rachad, je vais vous dire, Rachad n'a jamais cessé de se mouvoir. Hein. Mourad Dheina est quelqu'un de tenace. Mais si vous voulez, il faut que nous nous mettions quelque chose dans l'esprit une bonne fois pour toutes. L'islamisme a été vaincu militairement, grâce aux forces de sécurité, notamment à l'armée, et grâce aussi à la société civile qui a résisté. Bon, j'aime pas beaucoup ce mot de société civile parce que je ne sais pas depuis le temps qu'il a été galvaudé ce qui l'englobe, mais bon, ça ne fait rien. Et si vous voulez, mais attention, ne soyons pas naïfs, son fiel, il le distille, il est tapis à l'ombre, et il le distille autant de fois qu'il le pourra, parce qu'il ne perd pas de vue. Ce sont des gens comme ça, il ne perd pas de vue qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être une opportunité. Un basculement. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que la déstabilisation, ce qu'on appelle la isaba, encore que le mot isaba, moi, ne me plaît pas tellement, je dirais que c'est juste une petite association de malfaiteurs. Qui pleurnichent. Il faudrait, si vous voulez, que nous soyons vraiment, je parle des gens qui aiment ce pays. Je ne parle pas de coloration politique, moi je n'en ai pas. Au-delà des je colorations. Je n'en ai pas. Oui. Moi je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu parce que je n'aurais jamais supporté qu'un secrétaire général soit mon tuteur. C'est aussi simple que ça. Je parle quand je veux, je parle au moment où je veux et on ne m'interdit. Et vous êtes là pour parler. Des scènes ont choqué l'opinion. Cette femme, par exemple, qui embrasse les pieds de son mari sur un plateau télé, des charlatans qui tuent des femmes, parfois des adolescentes lors de séances dites de Ruqya, ou des femmes battues, assassinées chez elles et dans la rue. Le candidat Tebboune avait promis de faire de la question de la femme l'une de ses priorités. Une fois élu, il l'a répété à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Leïla Aslaoui, qui a combattu en son temps le code de l'infamie, qu'attendez-vous du président et du gouvernement sur cette question ? J'attends, sur cette question, c'est vrai que, très sincèrement, il y a tellement de problèmes immédiats. Bon, quand vous avez toute une nation qui est déstabilisée, c'est vrai qu'il y a des priorités. Mais ce que j'attends, c'est que simplement, constitutionnellement, la femme est protégée, la femme est l'égale de l'homme. Donc, les articles discriminatoires du Code de la famille doivent disparaître. Moi, j'ai toujours défendu les amendements. Pourquoi ? C'est ce que n'avaient pas toujours compris les abrogationnistes. Parce que quand vous abrogez un texte, il faut vite le remplacer, sinon chacun a son interprétation. Oui. Et dans la charia, ça crée une béance. Dans la charia, ce n'est pas conseillé. Parce que vous avez le conservateur, le très conservateur et le moderne. Et c'est à la Cour suprême après à faire le tri. Donc, si vous voulez, j'attends de lui, donc, si vous voulez, les articles les plus discriminatoires. J'attends de lui la parité. Mais quand je dis parité, ce n'est pas du remplissage comme on fait les partis. Des potiches. Voilà. Je parle de compétences, je parle de moralité. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on doit tout lui excuser. Si c'est une voleuse, si elle a détourné, eh bien, elle doit payer. C'est tout. Et la loi doit lui être appliquée. Donc j'attends cela. J'attends qu'elle soit protégée. Par exemple, en matière de violence conjugale, je souhaiterais vivement que cette clause qui dit que quand la femme pardonne, la plainte est retirée. C'est vrai que c'est une affaire qui ne touche pas l'ordre public. C'est vrai que quand deux conjoints déposent plainte, l'un dépose plainte contre l'autre, le pardon éteint l'action publique, mais c'est vrai aussi que c'est un moyen de pression sociale terrible. Et donc, c'est de la même façon qu'il faut de plus en plus protéger les enfants.
C'est une catégorie très faible et qui n'est pas protégée du tout. On l'a bien compris, nous arrivons, hélas, à la fin de ce rendez-vous. Tout de même, je vais me permettre une dernière question. Yitnahaw ga, c'est un slogan magnifique, c'est un instantané pris dans un moment particulier du Hirak, ou alors c'est une utopie déconnectée du réel et surtout irraisonnée? Alors, je vais vous dire, permettez-moi de dire quelques mots puisque nous sommes à la fin. Le Hirak a été magnifique quand il s'est agi de s'opposer au 5e mandat, quand il s'est agi de demander le jugement de tous ces gens qui ont volé et qui ont été corrompus. Après, très sincèrement, il y a eu déviation. Vers quoi? C'est un grand point d'interrogation. Donc, yitnahaouga, moi je dirais yitrabaouga. Nous resterons sur cette formidable remarque et expression. Leïla Aslaoui, merci de nous avoir accompagnés dans ce 9e numéro de LSA Direct. Cette émission est ouverte aux voix de gens, de personnes, de personnalités qui ont des choses à dire pour l'avenir de ce pays que nous partageons tous, et vous en faites partie. Quant à nous, amis téléspectatrices et amis téléspectateurs, cette émission a pris fin, mais je vous retrouve dimanche prochain. LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie, c'est tous les dimanches à 10 h, et avec les mesures barrières et les règles de distanciation sociale, ça sera encore mieux.